Bienvenue dans ce webinaire sur les isolants de nouvelle génération disponibles en Belgique. Vous êtes près de 130 inscrits à assister à ce webinaire, donc merci d'être présent et merci surtout de consacrer votre temps de midi à cette séance d'information. Alors, petit rappel avant de vous présenter les invités. Ce webinaire est organisé dans le cadre de RINO. RINO, c'est le nom d'une initiative de la région wallonne qui vise à contribuer à la décarbonation du bâti d'ici 2050, objectif européen, vous le savez maintenant. Et ça passe par une accélération de la rénovation énergétique en Wallonie. Alors comment RINO se propose de rassembler les entreprises, les chercheurs, les experts pour collaborer sur des solutions innovantes au sein d'une sorte de réseau, en accompagnant aussi les membres dans leur développement de leurs idées, leurs produits ou leurs services, ou en les aidant à rendre plus efficace le fonctionnement de leur entreprise sur le plan énergétique. En d'autres mots, RINO a pour mission de stimuler toutes les solutions qui permettraient d'accélérer la transition énergétique tout en rendant le processus de rénovation plus accessible. Et ce midi, plusieurs solutions vous seront expliquées. Focus donc sur les matériaux isolants de nouvelle génération. On va parler performance thermique et régulation hygrométrique, mais aussi confort d'été et bien sûr disponibilité et prix des écomatériaux isolants. Alors, deux infos pratiques avant de vous présenter les invités. Pour ceux qui utilisent Livestorm pour la première fois, si vous désirez intervenir, et on vous le suggère vivement, poser une question, il suffit de cliquer sur la petite icône en bas à droite de votre écran, l'icône question en bas à droite de votre écran. Et puis ce webinaire est enregistré et sera donc disponible par la suite pour ceux qui l'auraient manqué. Je vous présente les invités. Alors, à ma droite, Adrien Liénard, fondateur d'Isofabrique, producteur de matelas isolants à base de fibres textiles recyclées. Bonjour. Bonjour. Patrick Tidgat, vous êtes conseiller technico-commercial chez ISOM, producteur de blocs chaud-chanvre. Et Marc Francotte, vous êtes représentant de la société NBS, qui est un distributeur d'écomatériaux. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. À mes côtés, il y a Julien Goncet du cluster Éco-Construction qui est là pour relayer vos questions. Et en coulisses, Delphine Verstraeten et Adeline Stas, en charge du projet RINO, qui pourront vous renseigner plus particulièrement sur le projet RINO. Et puis, il y a vous derrière les écrans, donc merci encore pour votre participation. Et puis moi, je me présente, je suis Olivier Pierre, responsable communication du cluster Éco-Construction. Alors, on va commencer. Et ma première question, c'est pour Adrien, qui est le dernier né des producteurs d'isolants en Belgique. Vous pouvez nous dire un mot sur votre produit, alors que vous avez amené d'ailleurs. Oui, voici les derniers prototypes que nous avons développés en 2025. Et donc, chez Isofabrique, on a développé un isolant thermique en matelas semi-rigide, qui a la particularité, comme tu l'as dit, d'être en fibre textile recyclée. Donc, concrètement, on récupère les déchets textiles qui sont collectés et triés par les acteurs de l'économie sociale en Belgique. Donc, Terre, Les Petits Riens, Oxfam, etc., qui collectent énormément de textiles, mais qui malheureusement ont des difficultés pour trouver des recycleurs pour les déchets textiles. Et donc, nous avons développé ce type d'isolant thermique. On a l'habitude de dire que vos vieux vêtements, vos vieux jeans troués, etc., vous isolez, votre corps avant contre le froid, et maintenant, on leur donne une deuxième jeunesse pour isoler vos maisons. D'accord. Et donc, puisqu'on parle de produits innovants, on est dedans, mais en quoi ils répondent aux besoins et à l'enjeu dont on vient de parler, la rénovation énergétique? Alors, en plus de répondre à l'enjeu de développer la filière du recyclage textile en Belgique, alors on le sait tous, il y a un besoin de massifier la rénovation et l'isolation des bâtiments en Belgique, étant donné la vieillesse du bâti belge. Nous, on propose, avec ce type d'isolant, de participer à l'effort collectif avec un isolant qui est local, performant. Donc, on a des très bonnes performances thermiques et acoustiques, on pourrait y revenir, qui est local, performant, solidaire. On vient aider les acteurs de l'économie sociale et biosourcé. Merci, merci Adrien. Et je me retourne vers Patrick. ISOM fait partie des solutions isolantes qu'on ne présente presque plus. L'innovation, elle réside notamment dans le fait que vous avez réuni deux matériaux, mais qui sont ancestraux. Ça fait déjà une quinzaine d'années que l'entreprise existe, mais au regard d'histoire de la construction, ça reste récent. Alors en quoi, oui, c'est pas si ancien que ça, mais en quoi les blocs chauds-chanvre restent donc une solution pour rénover, pour construire aussi d'ailleurs, et pour isoler? Alors aujourd'hui, le bloc chaud-chanvre, parce que c'est la base du matériel, du matériau, c'est la chaux et le chanvre. Et donc, c'est un produit qui existe depuis très longtemps et qui permet aujourd'hui de faire
plus une régulation thermique du bâtiment. C'est là-dessus qu'on se défend par rapport à une isolation. Donc, l'objectif est de réguler la température pour 12 mois de l'année plutôt que uniquement la période d'hiver. Donc, par quoi on va passer? Par la valeur lambda du matériau, par sa masse thermique et sa chaleur spécifique. J'ai une petite présentation là-dessus qui permet justement d'un peu comprendre cette partie-là. Et donc, la base de notre réflexion, qui est plutôt la régulation aujourd'hui que l'isolation totale. On part d'une température extérieure variable. Notre objectif étant vraiment d'avoir des économies d'énergie. On va visionner ici une partie été, puisque c'est une partie dont on parle moins souvent. Les chaleurs vont monter. On va vouloir stabiliser la température dans le bâtiment. On a notre isolation par le lambda, mais on a aussi le déphasage dont on reparlera. Le déphasage, c'est vraiment décaler les températures de parois pour réguler la température dans le bâtiment. Ça, c'est ce qu'on a vu plutôt les 10 dernières années. Maintenant, on veut entrer une nouvelle donnée là-dedans et un petit peu atténuer finalement ce déphasage qui n'est pas toujours facile à gérer. Et on va parler de l'amortissement. L'amortissement, il est donné, comme je l'ai dit, par la masse thermique du produit, le côté batterie du produit qui va capter l'énergie, la gérer et écraser cette ligne de température pour la garder, comme on le voit ici, dans la température. C'est la ligne bleue sur le graphique. C'est la ligne de bleu qu'on voit qui ondule. On voit qu'il y a ce déphasage qui travaille, mais dont on ne tiendra plus vraiment compte, puisqu'on a eu vraiment cet amortissement qui se crée et ce confort dans le bâtiment. C'est pas juste isoler une paroi par l'extérieur. C'est pas juste isoler une paroi par l'extérieur, c'est vraiment travailler avec toutes les capacités du produit. On va pouvoir encore y ajouter d'autres capacités. On parlera encore de transfert hydrique dans la question prochaine. Là, c'est l'avantage, les avantages. Quels sont les avantages autres que celui-là alors? Alors, les autres avantages, ça va être effectivement ce transfert hydrique. Objectif, c'est un transfert qui se fait naturellement, toujours du chaud vers le froid. Et donc, on sera en été, l'humidité repartira vers l'intérieur du bâtiment et se stockera dans le bloc qui gère 12 litres d'humidité par mètre cube de matière. Et en étant à l'intérieur dans la paroi, on rafraîchit gratuitement. Là où un système de rafraîchissement habituel consomme 2 fois plus d'énergie qu'un système de chauffage. Voilà. Et puis, on va inverser. En hiver, la température s'inverse. L'humidité est ramenée vers l'extérieur du bâtiment, on va diffuser vers l'extérieur de la paroi. On va diminuer la quantité d'humidité dans le bâtiment et donc on va chauffer plus facilement de l'air déshumidifié. On voit un schéma avec les avantages du bloc ISOEMP. Tout à fait. On va voir les autres qui sont l'isolation phonique, qui sont la résistance au feu, jusqu'à 4 heures de résistance au feu, et puis toujours le côté naturel, écologique, puisque c'est un produit labellisé. Eh bien, je vous propose de regarder un petit extrait vidéo récente qui a été réalisé sur une des applications des blocs Chauchan. Il s'agit d'une construction d'une maison et d'un gîte dans la région de Ciney. C'est le propriétaire lui-même qui monte les blocs. On regarde. Les conseils de l'architecte sont précieux pour Christophe, qui a choisi de construire lui-même une partie de l'enveloppe de sa future maison. Il y a encore beaucoup à mettre, mais ça avance. Pour habiller la structure de sa maison, cet autoconstructeur a choisi les blocs de chaux-chanvre. D'habitude alignés et superposés par des maçons, ces blocs isolants sont ici posés par le propriétaire lui-même. Il suffit, entre guillemets, de remplir uniquement chaque espace entre deux poteaux. C'est très chouette, on voit le bloc qui est là, on sait ce qu'on va mettre devant, on sait ce qu'on va mettre derrière, on voit les choses avancer. Je suis informaticien, donc pas du tout manuel à la base. Merci. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est que même avec ces blocs-là, on a une assistance pendant le chantier. Fabriqués non loin de Namur, ces blocs sont constitués d'un mélange de chaux et de chêne-vote, la partie centrale de la tige de cette plante aux multiples avantages. Une maçonnerie en bloc de chanvre offre plusieurs fonctions dans le bâtiment. Montage de l'enveloppe ou des cloisons, isolation, régulation de l'humidité et inertie thermique. Sur ce chantier, le bloc de chanvre, il agit vraiment comme la peau de l'être humain. Donc, on a la structure bois qui forme le squelette de la maison ici. Le bloc de chanvre fait vraiment la peau, donc tout ce qui est régulation thermique, tout ce qui est régulation hydrique aussi, les transferts d'humidité. Mais aussi, le bloc de chanvre permet vraiment d'avoir un affaiblissement acoustique très, très important et d'avoir vraiment un confort de vie
extraordinaire dans la maison. Voilà, mais j'ai entre-temps une question de Théo pour, alors je ne sais pas si c'est pour Adrien ou pour, Patrick. Dans le cas d'un projet d'isolation d'une toiture d'un hall omnisport, il n'a pas été possible d'aller vers ce type de matériaux à cause des normes incendie. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il y a des agréments nécessaires? Oui, c'est une question dont on va aborder tout à l'heure. Il y a des agréments, Patrick? Alors, on n'est pas sous ATG pour les toitures. Maintenant, on a réalisé des toitures plates. Il faut toujours faire attention au fait que on a un produit qui a une masse volumique de 320 kg le mètre cube. Donc, quand on le met en toiture, c'est une toiture adaptée pour le faire. Côté feu, je vais dire, je ne m'inquiète pas ici, puisque on a des valeurs qui sont plus que protectrices à ce niveau-là. Donc, c'est pas un côté qui m'interpelle. D'accord, on va revenir sur les agréments techniques dans un instant. Mais d'abord une question pour Adrien à Isofabrique. Votre isolant est-il fabriqué à partir de mélanges de différents types de fibres textiles? Alors, notre isolant est composé à 85% de fibres en coton, en textile recyclé et 15% d'une fibre thermoliante pour avoir ce matelas et de faire en sorte que ces fibres se tiennent. C'est bien notre objectif de développer un isolant ou en tout cas d'autres produits à partir des fibres synthétiques, puisqu'on sait que malheureusement, les déchets textiles vont de plus en plus vers les fibres, les mix de fibres et les fibres synthétiques. Et donc, on y travaille. C'est effectivement un de nos projets de recherche et développement suivants. Beaucoup de plus en plus de vêtements en synthétique. Malheureusement, Prend de la place dans le exactement. milieu textile. Même si le coton reste encore, enfin, la masse de déchets textiles est malheureusement tellement énorme qu'il reste encore des milliers de tonnes de déchets textiles en coton, qui est le premier produit sur lequel on a travaillé, qui nous permet d'ailleurs d'être considéré comme biosourcé. D'accord. Alors, je reviens sur l'extrait de la vidéo avec Patrick. Là, on voyait le propriétaire qui était conseillé par un formateur. Et c'est le cas pour les professionnels aussi qui veulent se lancer dans la pose de blocs chauds chanvre, hein. Alors, c'est valable depuis le petit autoconstructeur qui va faire au moins 50 mètres carrés de matière. Et on aura effectivement un formateur qui va l'accompagner dans la mise en œuvre. Il ne va pas lui apprendre à maçonner, il va bien l'accompagner pour la bonne mise en œuvre et pour obtenir le meilleur résultat. Et ça va aller jusqu'aux grandes entreprises. On a des clients qui sont clients chez nous depuis 15 ans et qui demandent encore des démarrages chantiers avec un de nos formateurs. Effectivement, il suffit d'un homme qui change dans l'équipe ou une nouvelle équipe qui vienne en place. On est toujours présent pour les accompagner. D'accord. Là, il s'agit d'une construction neuve, mais évidemment, la technique s'applique pour les rénovations. Que ce soit pour les nouvelles constructions, les rénovations, les murs intérieurs, les cloisons, les sols, on sera toujours présent pour l'accompagnement. Mais en rénovation, il est particulièrement utilisé, surtout dans certains bâtiments patrimoniaux. Au niveau du produit? Ouais. Oui, alors ça reste aujourd'hui la base de nos produits, enfin de nos chantiers, c'est de faire de la rénovation majoritairement en doublage intérieur. On va faire du patrimonial, on va faire des maisons unifamiliales et c'est plus ou moins 70 à 75% de nos ventes quand même aujourd'hui. Le reste va être dans les autres systèmes. Là, on voit quelques exemples, ça c'est des grands chantiers, mais aussi l'exemple de bâtiments anciens. Tout à fait. Donc, ça, c'est du cloisonnement plutôt à l'intérieur pour des archives. Ça sera Très gros projet en cloisonnement intérieur. Effectivement, là, on travaille sur la régulation thermique et hydrique dans le bâtiment et le phonique pour des bureaux. On a du résidentiel moderne. On nous pose souvent la question, mais c'est un produit pour des vieux bâtiments. Mais non, pas uniquement. On fait également des nouvelles constructions modernes sans problème avec. Et en ce qui concerne les vieux bâtiments, vous avez un bel exemple en cours actuellement. Alors, effectivement, on a un château à Falais dans lequel on a commencé le doublage intérieur. Et là, on a vraiment, je vais dire, une qualité de mise en œuvre et de la technicité qui a été mise en place parce qu'on a commencé par le donjon, donc une pièce totalement ronde, et on s'est adapté techniquement et assez facilement grâce à une entreprise qui s'est formée chez nous dans un premier temps, qui est venue passer une demi-journée en formation, des gens qui ont eu une réflexion sur les systèmes et ensuite la mise en œuvre avec l'accompagnement sur place. Très bien. Alors, Marc, vous avez une expertise large puisque vous êtes distributeur de tous ces écomatériaux depuis de nombreuses années déjà. Les qualités qu'on a citées, on en a cité quelques-unes. Est-ce que c'est le point commun de tous ces matériaux de nouvelle génération?
Alors, dans le cadre des matériaux de nouvelle génération ou ici plus précisément des matériaux biosourcés, oui, c'est une qualité qu'on va retrouver. Donc, ce que Patrick explique sur le déphasage thermique est aussi en fonction de l'utilisation qu'il en est fait du matériau, de sa densité. Adrien nous présente ces panneaux ici qui sont des panneaux flexibles qui vont tourner autour d'une densité de 40-50 kg. On a parlé des blocs ISOM qui ont une densité de 30 kg. Grosso modo, à poids égal, on a des performances en termes de déphasage thermique et d'hygroscopie qui sont similaires et vraiment spécifiques aux matériaux biosourcés. Et des performances thermiques contre le froid aussi, ça, c'est la base. Les performances thermiques contre le froid, il y a plus grand-chose à démontrer. Elles sont là depuis déjà de longues années, que ce soit en fibre de bois. Le matériau que vous êtes en train de développer ici aura certainement un lambda. Il sera inférieur à un lambda de 0,040 qui est la moyenne aujourd'hui dans les matériaux flex. Oui. Donc, sur les performances thermiques, il y a pas de discussion à avoir. Ils le sont. Très bien. Alors, je vous propose à ce stade-ci de faire un petit point sur l'ensemble des solutions qui sont disponibles sur le marché pour isoler. Et donc, on va commencer par mettre tout le monde d'accord, c'est sur la terminologie. Il existe 3 grandes familles de matériaux isolants. Il y a ceux issus de la biomasse, c'est-à-dire de sources végétales ou animales, on les dit biosourcés. Ceux issus du recyclage, comme ceux d'Isofabrique, issus de produits qui sont réutilisés et retransformés pour une autre utilisation. Et enfin, le réemploi, les matériaux qui sont démontés et remontés dans le cadre d'un chantier. Alors, je donne quelques exemples. Il y a la ouate de cellulose insufflée Isoproc et Isocell sont les isolants produits en Belgique, dont 9 sur 10 sont produits en Wallonie. Donc, la ouate de cellulose insufflée Isoproc, Isocell, la laine d'herbe de Gramitherm, la laine de mouton de Wool Concept, la fibre de bois insufflée de Leno, les granulés de liège recyclés, Recycork et Matteo, le mix chanvre chaud en bloc Evrac d'Isohemp et en vrac d'Exi, les coquillages d'EcoSkelp, les blocs en verre recyclé Foamglass, la paille à chais à insuffler d'Ecoé, la paille en ballot de Remakers et les textiles recyclés donc d'Isofabrique. Les isolants produits à l'étranger, la fibre de bois, semi-rigide, rigide ou vrac, les fibres de chanvre, les panneaux de liège ou les granulés de liège et le textile recyclé qui existe aussi dans le nord de la France. Je vous propose de regarder maintenant en vidéo la mise en œuvre de certains de ces matériaux. Et dans cette séquence, l'entrepreneur plaçait pour la première fois de la laine d'herbe de Gramitherm pour une rénovation dans la région binchoise. On regarde et on se retrouve juste après. Cette ancienne ferme est en pleine rénovation. À l'intérieur, l'entrepreneur est en train d'appliquer le dernier né des matériaux isolants. On a mis 2 fois 120. On a le 24 cm, mais on peut travailler à joint croisé. Ce que je trouve beaucoup mieux comme ça, on n'a pas d'espace, on n'a pas d'air qui passe entre les deux. On le thermique, ouais. Laurent s'est laissé convaincre par son fournisseur d'utiliser de l'herbe pour isoler les toitures. Jusqu'alors, cet entrepreneur n'utilisait que des matériaux conventionnels. Nous autres qui sommes habitués à travailler avec d'autres isolants, on sent vraiment la différence. Alors, ici, on avait pu travailler avec des pires ou des isolants en laine classique. Ça n'a rien à voir. On sent déjà la différence dans la pièce maintenant, ce qu'on ne connaissait pas en autre temps. Et ici, c'était la première fois, mais je pense qu'on va le pousser de plus en plus. Ce matin, on a encore fait un devis pour un client avec le Gramitherm. C'est dans cette usine située à Auvelay que cet isolant est conçu. L'herbe séchée est mélangée à de la jute et à un liant, puis transformée en un matelas continu. Ce matelas est ensuite coupé en panneaux semi-rigides, un matériau renouvelable à souhait. On peut utiliser de l'herbe de l'entretien des canaux dans les zones humides. On va également couper et entretenir des aéroports et travailler Gramitherm à partir de cette biomasse. On présente un bilan carbone négatif. Autrement dit, Gramitherm, dans son analyse de cycle de vie, mange et capte plus de CO2 qu'on en rejette dans l'atmosphère. C'est un pour ici. Pas là, hein. C'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc ici, tu avais la mesure et tu peux faire sur 50. Efficaces contre le froid mais aussi contre la chaleur, ces panneaux se coupent idéalement avec une scie adéquate. L'herbe se place en toiture, sur les murs côté intérieur et dans certaines conditions à l'extérieur. Elle vient se placer entre les montants de la cloison. Elle se met à ses ranges, mais comme ça évite tout entrée D'air, de chaleur ou de froid.
D'autres fibres végétales offrent d'excellentes qualités thermiques et hygrométriques. C'est le cas de la fibre de bois, provenant des déchets d'abattage et de sciage. Donc c'est la laine de bois qui est soit pour un panneau rigide, compressé comme cela, soit fait en panneau souple, flex comme ceci. La chaleur en été va avoir du mal à pénétrer dedans parce que le matériau est tellement dense que la chaleur pénètre beaucoup moins qu'un matériau conventionnel. Ces arbres ont un pouvoir. Leur écorce fournit un puissant isolant. Au Portugal, les chênes lièges sont élevés pour cette qualité. Transformé en panneau rigide, le liège peut être utilisé pour isoler toutes les parois d'un bâtiment, y compris les murs côté extérieur, même sans protection. Évidemment, c'est un produit qui est imputrescible, donc déjà dans un premier temps, il peut rester apparent, ce qui vous permet de ne pas avoir de finition. Si vous voulez ne pas le laisser apparent, soit vous pourrez revenir ici avec un crépi à la chaux, soit éventuellement une peinture à la chaux, ou soit tout simplement un bardage. L'herbe, la fibre de bois, le liège, le chanvre ou encore le miscanthus, les solutions végétales ne manquent pas pour isoler de manière performante. Et contrairement à une idée reçue, les rongeurs ne les aiment pas vraiment. Voilà, alors j'ai entre-temps une question qui est posée pour Isoemp. Est-ce qu'on peut marcher sur un plancher à partir de blocs de chaux chanvre, construit à partir de blocs chaux chanvre, un plancher de grenier? Alors, on peut effectivement faire des planchers en chaux chanvre ou des sols, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a une résistance à la compression qui a 0,22 MPa, donc c'est pas énorme non plus. Et puis, on a quand même une surface qui peut s'effriter. Donc, il faut avoir quelque chose au-dessus. Quand on fait un sol, en général, on place le bloc, on met une chape de compression quand c'est un sol carrelé ou autre en bas. Quand on a un sol entre gitages, une isolation entre gitages, alors on aura un plancher qui viendra par-dessus. Ça, c'est plutôt le principe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'épaisseur aussi, donc ça dépend de la performance qu'on veut atteindre. Ah, si on parle performance, effectivement, à ce moment-là, on va voir quelle épaisseur entre 7 jusqu'à 36 cm. Mais en plancher de grenier. Alors, on a plutôt tendance à le mettre en vrac, en plancher de grenier, mais ce n'est pas une grande tendance aujourd'hui, pour être honnête. Voilà, il y a d'autres solutions et le bon matériau au bon endroit, ça reste la règle. Et il y Ça a reste plein de la règle. solutions, notamment sur les planchers. On me pose une question aussi sur l'étanchéité à l'air. Pouvez-vous obtenir dans les bâtiments neufs construits ou bâtiments existants rénovés en bloc de chaux chanvre? Donc, quel niveau d'étanchéité on peut obtenir? Alors, on est parfaitement conforme aux attentes PEB. On fait des blowers door test sur des bâtiments en chaux chanvre. On doit respecter 10 mm d'enduit parce que c'est l'enduit de finition qui va donner l'étanchéité. Ça, je veux dire, comme dans n'importe quel bâtiment, c'est ça que ça fonctionne. Attention, jonction, toiture, châssis, isolation, sol, mur. Voilà. Ça, c'est les points d'attention. Très bien. Et ensuite, est-ce qu'il y a un degré un seuil d'humidité à ne pas dépasser? Alors, on dit toujours, c'est nos 12 litres d'humidité par mètre cube de matière. Maintenant, si on allait au-delà, qu'est-ce qu'on risque? En fait, on risque simplement de perte en qualité thermique à ce moment-là. Il faudrait vraiment que le produit reste très longtemps en surhumidité, donc à saturation, pour dire qu'à ce moment-là, on ait des pourritures qui puissent apparaître sur le bloc. On a déjà eu des blocs qui ont été totalement immergés pendant plusieurs semaines. D'accord. C'est pas l'idéal, je le dis tout de suite, c'est pas le but. Et puis la chaux continue de se... Alors, effectivement, au moment où le bloc est retiré de cette surhumidité, de cette saturation, la chaux qui peut faire jusqu'à 7 fois sa carbonatation va revenir à son état de base et donc sans perte de qualité thermique ou technique. Donc ça, c'est le gros avantage de la chaux, effectivement, et qui en plus, en carbonatant, va reconsommer du CO2. Et alors justement, pour répondre à certaines de ces questions, est-ce que les producteurs de ces matériaux peuvent fournir des garanties? C'est une des questions qui est souvent posée. Quelles sont les garanties? Est-ce qu'il y a des certifications pour ça? Je pose la question. Vas-y Patrick, Allez. plus pêcher sur le sujet, c'était sur le sujet, on est sur le sujet. Et réflexion sur la garantie au feu notamment. On a pas mal de tests au feu qui ont été faits, principalement au CERIB en France, selon les différentes épaisseurs de blocs qu'on a. On sait qu'un bloc de 12 rapidement enduit côté feu va être résistant pendant 1 heure, jusqu'à un bloc de 30 et plus qui va être résistant pendant 4 heures. Et on a un bloc qui à la base est
B1D0, c'est-à-dire qui ne s'enflamme pas, qui peut rentrer en combustion, mais qui ne va pas avoir de flammes et de fumée toxiques ou couler sur les gens. D'accord. Quelles sont, Marc, les garanties que peuvent offrir les producteurs en général? Je trouve que la question, elle est excellente, et c'est le moment de la poser puisqu'on a un nouveau producteur, ici en l'occurrence. D'abord, les garanties, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, grosso modo, on est sur des systèmes flex rigides ou du bloc constructif, et ce depuis déjà des années. Aujourd'hui, c'est qu'on incorpore des matériaux biosourcés, des matériaux de recyclage dans des fibreuses, etc., qui nous permettent de faire des matelas et des matelas isolants. On ne met pas sur le marché un matériau s'il n'a pas été testé. On ne peut pas, vis-à-vis du consommateur, il faut quand même garantir, et vis-à-vis du constructeur aussi, que ces matériaux vont rester 40, 50, 60 et plus sur le chantier sans se dégrader. Ça passe par une batterie de test. Là-dessus, on peut se faire aider. Bitwise, en l'occurrence, je pense qu'il vous a aidé effectivement pour cela aussi. Ce sont des tests à la compression, ce sont les tests au feu, on en parlait, ce sont les tests acoustiques. Il y a toute une batterie de tests qui sont assez coûteux, qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir démontrer que le matériau a été testé dans tous les sens, effectivement, et qu'il répond à certaines normes. Maintenant, il y a les agréments techniques et il y a cette fameuse résistance au feu aussi. Je voudrais quand même rajouter un mot. En fait, le chaud-chambre a la chance que ce soit mêlé avec de la chaux et que c'est l'ensemble du système qui le rend résistant au feu. On n'est pas spécialement dans cette configuration-là quand on est sur de la fibre de bois ou de la fibre végétale. Et la question initiale qui a été posée, effectivement, est-ce qu'on peut mettre ces matériaux sur un hall omnisport? Non, les pompiers décemment ne vont pas valider un matériau qui n'est pas suffisamment bien classé au feu. Je voudrais, insister aussi sur le fait que l'on teste non pas que des matériaux, on teste des systèmes. Donc ce sont des systèmes qui seront classés feu. Les parois. C'est le matériau dans une C'est le paroi. matériau paroi, le matériau sol, le matériau on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on met les blocs isolant au niveau d'un plafond? Ben, on aurait pu parfaitement mettre de la fibre de coton qui est moins bien classée feu, mais avec 2 plaques résistantes au feu au-dessus et en dessous, on arrive peut-être à la même performance que le bloc. Donc tout ça, c'est les questions de systèmes qui sont analysées. Et je voulais quand même insister sur la notion de tous ces tests qui sont faits. Ces tests sont coûteux, donc quand on a des entreprises qui veulent se lancer, qui sont souvent de format start-up ou en tout cas petite taille, eh bien ça a un coût, et c'est un coût qui freine les producteurs effectivement à pouvoir développer leurs matériaux. Et puis il y a le Graal, je ne sais pas si tu en as parlé, l'ATG, l'agrément technique, qu'il faut pouvoir obtenir pour assurer cette fameuse garantie que le matériau va pouvoir durer dans le temps. Et je ne sais pas ce qu'il en est Donc là, je suis justement dirige pour le moment. soyons concrets. Donc, comment ça se passe pour vous qui venez de démarrer? Bah, Marc a déjà brossé un très très juste tableau. Donc concrètement pour nous, en 2025, comme je l'ai dit, on a fait plusieurs itérations pour développer notre produit avec les déchets textiles dont on disposait. Et on a fait tester au fur et à mesure cet isolant avec les différentes caractéristiques, que ce soit au niveau compression, résistance à la traction, régulation de l'humidité, la moisissure, etc. On a eu des très bonnes performances, et donc ça, avec les tests qui ont été réalisés en laboratoire par Buildwise. On en arrive avec ce prototype qui est performant, particulièrement sur l'aspect thermique, donc avec un lambda de 0,037, et au niveau acoustique, absorption acoustique qui est aussi quelque chose d'important, et régulation de l'humidité. Au niveau du feu, comme c'est quelque chose qui est effectivement très présent, on est classé E, ce qui est en fait la plupart des isolants biosourcés en matelas flex comme le nôtre sont finalement classés E. Mais comme tu l'as très bien dit, ce que nous on a lancé pour l'instant, c'est de tester la paroi dans son entièreté et non pas uniquement l'isolant. Donc typiquement tester toute la paroi avec la plaque devant. C'est rare que le matériau reste C'est même déconseillé. Bref, il faut pas faire ça effectivement. Donc on a effectivement fait tous les tests Buildwise qui peuvent attester des performances de notre produit. On va être mentionné sur la liste PEB pour que les clients finaux puissent toucher les différentes primes. Par contre, effectivement, ensuite, il y a toute une série de labels et de certifications, comme l'a dit Marc, qui coûtent très cher, et que du coup, en tant que nouvel entrant, nous ne pouvons pas encore lancer toutes ces certifications. Donc typiquement, l'ATG, pour le dire clairement, c'est de plusieurs dizaines de milliers d'euros, près de 50 000 euros, et entre 12 et 18 mois pour l'obtenir. Donc en tant que nouvel entrant, on ne peut pas encore avoir d'ATG.
Or, ces ATG sont souvent demandés pour des gros chantiers ou des chantiers publics. Et malheureusement, en tant que nouvel entrant, du coup, on est freiné parce qu'on ne peut pas accéder à ce type de chantier-là. Et ensuite, il y a effectivement les labels, que ce soit au niveau biosourcé, au niveau de totem. Donc, c'est encore des coûts qu'il faut rajouter pour faire des analyses de cycle de vie, etc. Et pour l'ATG, c'est pas seulement au moment de la production, l'invention du produit, mais aussi c'est chaque année, c'est Tout un à fait. renouvellement. C'est un renouvellement. Alors, je suis pas encore, on n'est pas encore rentré dedans, donc je pourrais pas détailler le coût régulier que ça représente. Ça fait partie des difficultés. Mais ça fait partie des petites difficultés qui sont très très grosses pour nous. On a, pour bien le dire, on a l'intention d'avoir ces différents labels et agréments techniques, mais ça devra se faire pas à pas puisque voilà, c'est des coûts qui sont très importants. Et aussi juste de préciser que ce type de technologie, comme tu l'as dit, existe en France, mais aussi en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc, il n'y avait pas encore de projet qui recyclait le textile et les vêtements des Belges. C'était notre projet, c'est notre projet. Mais donc, on a aussi du recul sur ce type d'isolant depuis près de 25 ans en France. Les maisons sont toujours présentes, toujours bien debout. Elles n'ont pas brûlé, elles sont bien isolées. Donc, on a aussi du recul sur cette technologie. Et tu parlais de recul, la fibre de bois a fait ses preuves aussi, notamment. Mais on parlait de garantie de recul, c'est quoi un retour d'expérience? Si je prends un fabricant que je nommerai pas, qui fait de la fibre de bois depuis plus de 100 ans, ça s'appelle un sacré retour d'expérience. On parle de la cellulose à insuffler, ils ont pas commencé hier, hein, il y a plus de 50 ans, voire 60-70 ans d'expérience et d'expérience positive, j'entends, sur la cellulose à insuffler. Donc, en soi, il y a des matériaux plus récents qui ont beaucoup moins de retour d'expérience que de nombreux matériaux biosourcés. Et je ne parle même pas du chaud-champ. Et alors une autre question que peuvent se poser les entrepreneurs, les entreprises de mise en œuvre, ces nouveaux matériaux isolants sont-ils disponibles en quantité suffisante pour isoler des grands bâtiments, pour alimenter de grands chantiers ISUMP? L'entreprise, elle peut répondre à de grands travaux? Alors, on a cette chance, effectivement, depuis 5 ans, on a une usine performante qui a été mise en place à Fernelmont, dans la région namuroise, et qui nous permet d'avoir une production qui répond à des grands chantiers. Aujourd'hui, on a en cours des chantiers comme le Centre Expo à Moucron. On a vu tout à l'heure dans les photos qu'on a présenté le chantier Nord 5, une tour à Bruxelles dont on a fait les cloisons intérieures. On parle aussi en centaines, plusieurs centaines de mètres carrés. Je pense même qu'on a passé le millier. Donc oui, effectivement, on a la réponse, sachant qu'aujourd'hui, on a un quart de la production, de la capacité de production qui est utilisée. Donc vous êtes en sous-capacité de production aujourd'hui? On est en sous-capacité de production aujourd'hui. Notre seul frein, c'est le temps de séchage de nos produits. Donc, ils ne sont pas cuits, ils sont séchés à l'air libre pendant 6 à 12 semaines. Donc, on doit vraiment anticiper ça, raison pour laquelle cette année-ci, on a encore agrandi notre parc de séchage. Mais sinon, oui, on est à l'aise et on répond assez rapidement. Marc, oui, la capacité d'un distributeur, est-ce qu'il y a assez de matériaux isolants? Je pense que dira pour répondre Pour que je ne me trompe, le cluster avait d'ailleurs fait une étude dans ce sens qui disait que il y avait quand même une bonne capacité de production, ne fût-ce qu'en Belgique, s'il faut parler de l'aspect local, il y a une capacité de production qui permettrait de couvrir presque 80% des besoins. Oui, donc en fait, effectivement, on a fait une étude récente et on a montré que selon nos calculs, en l'état actuel de la production des entreprises wallonnes, donc rien que les entreprises wallonnes, permettrait de répondre à 40% des besoins en produits isolants. Si ces entreprises tournaient à plein régime, et on a vu qu'elles pouvaient le faire avec ISOEMP, la capacité de leur production pourrait atteindre 80%, elles pourraient répondre à 80% des besoins. Et cela, donc, c'est sans compter sur les autres producteurs belges, là je n'ai parlé que de la Wallonie, et sans compter sur la future production d'Isofabrique, puisqu'elle n'est pas encore là, et sans compter aussi sur les produits étrangers. Et de ce côté-là, l'innovation aussi est en route. On peut compter aussi sur de nouveaux produits. Marc, vous avez Permettre juste de rajouter 2-3 éléments au sujet de la matière première, en fait, parce que c'est la matière première qui va déterminer si oui ou non il y a assez de capacité. C'est la capacité de production et la matière première. Pour le chanvre, qui est un sujet qui m'occupe particulièrement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui souhaiteraient rentrer dans le système de culture du chanvre, de la culture du chanvre en Belgique. Grosso modo, il y a beaucoup plus de demandes. Il y a pas assez de demandes pour ce type de matériaux-là. Comme tu le dis très justement, demain, on pourrait produire 2 fois plus chez ISOEM.
Et ça vaut pour pas mal de matériaux. Donc la question de la matière première et la question de l'innovation, puisque c'est ça aussi la question, elle va se faire en termes d'utiliser, de trouver des techniques pour pouvoir produire des isolants à base de coton recyclé, à base de bambou, à base de miscanthus, puisque c'est assez d'actualité aujourd'hui. Donc, la technologie ou la technique, elle est là pour transformer ces matériaux et ces matières premières en isolants. Le tout, c'est qu'il faut que la demande suive. La demande suive, elle dépendra aussi de nos politiques, elle dépendra aussi du citoyen, elle dépendra des architectes. Et il dépendra, ça c'est un point très important dans la notion d'innovation, c'est pas juste inventer des matériaux, c'est de les rendre accessibles en termes de prix. Et donc l'accessibilité en termes de prix n'est pas qu'un prix au mètre carré ou un prix au mètre cube, c'est aussi une facilité de pose, une rapidité de pose et de pouvoir rassurer tous les acteurs de la construction que non, un bloc ISOM, on met pas 3 mois à placer 1 mètre carré, mais que ça va grosso modo assez vite, ça met autant d'heures de temps. Donc il y a tout le travail de fond, de formation et d'accompagnement qui doit être là pour assurer les acteurs de la construction que c'est faisable. Et donc, vas-y, quand même sur l'explication de Marc, et c'est important en parlant du chanvre, c'est où est-ce qu'on s'alimente en chanvre et qui le produit. Et il y a une grosse demande en Belgique du secteur agricole qui voudrait produire du chanvre. Il y en a déjà. Il est facile, il ne prend pas la place d'autres Sans cultures. concurrencer la production alimentaire. Voilà, C'est exactement. de la jachère. Et donc aujourd'hui, ça tourne dans la jachère, ça ne demande pas d'engrais, ça ne demande pas de pesticides. Nous, on le prend principalement en France. On a une nouvelle usine qui va venir à la frontière belge, donc il y a des cultures belges qui vont alimenter ça aussi. On espère que très rapidement, et là, le politique et tous les gens qui sont là autour doivent vraiment réagir. On parle vraiment d'un secteur qui peut encore prendre une ampleur assez impressionnante. Et alors, on peut encore montrer un exemple de produit totalement innovant. Là, c'est un produit en France, mais qui est disponible en Belgique, l'aérogel. Ah oui, l'aérogel de silice. Alors, on sort un petit peu du biosourcé, mais on rentre dans cette logique d'innovation et dans cette logique d'à la fois de transport, parce que c'est bien de faire des matériaux biosourcés, etc., etc. S'ils viennent de loin, s'ils prennent la place sur un camion, s'ils sont trop lourds, etc., etc., l'aspect logistique et l'aspect transport sera impactant et quelquefois va heu détériorer le bilan carbone du matériau. Donc un matériau qui soit ne prend pas de place et donc j'en viens à son innovation, si on peut effectivement transporter plus de mètres cubes sur un camion, avec des matériaux insufflés, des matériaux compactés, demain il n'est pas impossible que les futurs rouleaux de Adrien seront des rouleaux compactés que l'on décompactera sur chantier, qui nous permettront de transporter beaucoup plus de mètres cubes. Mais ici, la réflexion, tu l'as Dans cet exemple-ci qu'on dans voit. l'exemple-ci qu'on voit, on est sur de la restauration du patrimoine. Hem et accessoirement, il y en a quand même beaucoup en Belgique. Ils représentent une grande partie de notre bâti et classés ou pas classés, avec des impositions en termes de gabarit dont on ne peut pas sortir, quelquefois des impossibilités techniques. Donc ici, on propose un système, qui est un aérogel. En fait, l'aérogel, c'est un isolant. On va le vulgariser en disant que c'est un pop-corn de sable, qui est extrêmement performant et qui permet d'être rajouté dans des sacs, d'enduit isolant, composés de chaux et on parvient à avoir des performances de type de lambda de 0,028 qui aujourd'hui, au niveau de la construction, est quand même de l'hyper-performance et son petit frère ou sa petite sœur, en termes de panneaux à base d'aérogel, a des lambda de 0,016. Alors, pourquoi est-ce que nous, on propose ces systèmes-là qui sont déjà, on a déjà quelques chantiers qui sont en cours, et c'est qu'on permet avec très peu d'épaisseur de pouvoir avoir déjà un confort thermique, une hygroscopie, de maintenir la respirabilité des murs tout en étant isolant et en répondant dans des points très spécifiques, là où on ne peut pas mettre d'épaisseur, d'avoir quand même une isolation thermique. Je prends juste cet exemple-là. Là, on va démarrer un chantier sur des quartiers, classés à Bruxelles. On a 1000 mètres courants de baies de fenêtres à isoler sur 18 centimètres. Ce sont des panneaux de 2 centimètres. Certes, ils ont un coût, mais comme avec 2 centimètres, avec un lambda de 0,16, on a déjà une excellente performance. Eh bien, on permet effectivement à ces bâtiments d'être restaurés, dans les règles de l'art du patrimoine, avec une bonne performance thermique et surtout, j'insiste, ça vient de Suisse, c'est pas tout près. Eh bien là, j'ai pour 1000 mètres courants, je n'ai que 2 palettes de matériaux qui seront transportés sur camion. C'est ça aussi l'innovation. C'est ça aussi l'innovation. Et tu as parlé du prix. C'est une autre question importante que se posent les entreprises et les particuliers.
tous les acteurs du secteur. Est-ce que ces matériaux coûtent plus cher que ce qu'on utilise classiquement? Il y a de tout. On a vu que le panel de solutions est large et donc évidemment, il y a de tout. Alors, et il n'y a pas que le prix. Prenons le standard des standards. Ce qui était hier encore une niche qui est devenue un standard, c'est la fibre de bois. La fibre de bois, elle se positionne au prix d'une naine minérale. Donc, il n'y a plus de secret. C'est devenu un standard, c'est en vente chez tous les marchands de matériaux. Donc, il y a moyen de produire du biosourcé et de s'intégrer parfaitement dans les contraintes prix d'un chantier. Le défi sera effectivement de produire et de pouvoir fournir à des prix qui sont, entre guillemets, acceptables. Ce qui me pose quand même régulièrement souci, et c'est là le rôle d'NBS, c'est d'apporter cette réflexion, non pas au niveau que du matériau, mais au niveau système, et de les rendre accessibles et de faire comprendre qu'ils sont accessibles. C'est pas parce qu'un matériau est plus cher au mètre cube qu'il va d'emblée rendre le chantier beaucoup plus cher. Il faut l'intégrer dans tout l'ensemble. Je prends un ratio ici qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'isolation, mais du metal studs pour de la cloison qui aujourd'hui se fait en carton recyclé, il est juste 4 fois plus cher au mètre courant, mais si on l'intègre dans tout le système, on est en dessous de 10% de supplément. 10%, ça peut être intégré. Donc il faut voir cet aspect-là. Donc il y a le coût mètre cube, qui est pour moi, et aujourd'hui, ce sont des matériaux qui sont tout à fait similaires aux autres, sans compter tous les aspects supérieurs d'hygroscopie, d'acoustique, etc. En sarking, en toiture, un panneau de fibre de bois de 10 centimètres par rapport à des solutions plus classiques ou traditionnelles, il n'y a pas photo. Donc, il y a des moments où je me refuse même de faire des comparaisons de prix, puisqu'on est au même prix au mètre cube, mais en termes de performance, d'acoustique et d'hygroscopie, on est juste à... Enfin, ce n'est que mieux. Alors sur le bloc ISOM, je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce qu'on est sur un matériau qui est un petit peu lourd. Hein. Il peut s'aventurer, donc Oui, moi, je vais y aller franchement. Je vais y aller franchement. C'est bien sûr toujours une grande question. C'est en isolant, quel est votre prix et on compare par rapport à un autre isolant. Alors la première réflexion que j'ai, et ça c'est voilà, pour tous les matériaux, c'est il faut bien comparer par rapport au système constructif qu'on va utiliser. J'ai un monomur en chanvre ou j'ai un mur, ce qu'on appelle en lasagne. Eh bien, comment je vais le comparer? Qu'est-ce qui va être intégré dedans? Et finalement, cette composition et la main-d'œuvre qu'on va mettre autour, qu'est-ce que ça coûte? Et ça, c'est le vrai comparatif aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier non plus dans le coût, et ça va aller toujours dans ce sens-là, ces matériaux biosourcés qu'on a aujourd'hui sur le marché, quand on a eu notre fameuse hausse de presque 40% sur 2 ans des produits industriels, des produits de la construction, eh bien, le biosourcé est resté aux alentours de 20%. Et donc, ce gap qu'il y a entre les matériaux conventionnels et les matériaux biosourcés, ça s'écrase d'année en année et on voit qu'on arrive à quelque chose de tout à fait acceptable. Alors, est-ce que c'est plus cher? Aujourd'hui, oui. On peut dire que si on regarde un bâtiment fini, et c'est la vision que j'aime avoir, un bâtiment fini, je parlais avec notre produit, va revenir entre 5 et 20% plus cher qu'un bâtiment conventionnel. Mais pour quel résultat derrière? Ça, c'est important. Quelle durée de vie? Encore plus important. Et surtout, qu'est-ce qu'on va avoir en retour sur investissement? Je parlais d'un matériau ici qui va travailler sur 12 mois de l'année ou un isolant qui va travailler sur 5-6 mois de l'année. Mais bien sûr que le retour sur investissement, il n'est absolument pas le même. Donc ça, c'est une vision qui est importante avec l'ensemble des produits biosourcés. parce que quand on parle de chaleur estivale, on voit la tendance croître de s'équiper en climatiseur, par exemple, Oui, en oui. voiture pour y dormir ou pour travailler. Il y a un climatiseur qui consomme, je le disais tout à l'heure, on parle de COP quand on est en chaleur, donc on produit de la chaleur, on parle de SER quand on fait du froid, mais ce SER, il est de moitié par rapport au COP, et plus la chaleur monte, et plus ce SER, il est faible, et donc plus on va consommer d'énergie. Serre du froid consomme plus, c'est ça la... Oui, nettement plus, nettement plus. Et je dis toujours, autant en chaud, on va pouvoir mettre un pull pour faire la différence. Une fois qu'on a tout retiré, ben, on a trop chaud quand même. Une fois qu'on aura... On en revient sur les vêtements, je sais pas. Adrien, la question du prix, évidemment, a fait partie de la réflexion pour lancer votre produit. Tout à fait, ça a été un
leitmotiv depuis le début, c'était de ne pas avoir un produit de niche, déjà pour pouvoir recycler beaucoup de vêtements et pouvoir participer aussi à la massification de la rénovation. Et donc, on a un prix qui est aligné avec le prix des biosourcés qui, comme tu l'as dit, finalement est globalement aligné aussi avec les isolants minéraux pour l'instant. Donc voilà, un prix qui est tout à fait abordable. On voulait avoir un produit qui était abordable pour toutes et tous et pas un produit de niche. D'accord. Et oui, pardon, je voulais aussi juste mentionner effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, que le confort de pose et la rapidité de mise en œuvre va aussi jouer pour les professionnels à la construction. Dans notre cas, notre isolant est tout doux, non poussiéreux, très facile à manipuler, très facile à couper, ce qui permet aussi de faire gagner du temps sur les chantiers. Oui, ça, c'est un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, mais c'est évidemment, pour la plupart, des matériaux qui sont plus agréables à poser, à la fois pour le particulier qui veut le mettre, mais aussi pour le professionnel qui fait ça tous les jours. Et des matériaux qui respectent un peu la santé aussi, hein. Mais oui, il y a la santé du placeur, il y a la santé de l'utilisateur et c'est quelque chose d'essentiel. Il y a encore une étude qui vient de sortir sur les pollutions en intérieur. Hem, c'est, heu, c'est quelque chose pour moi d'essentiel. De mon expérience passée, j'ai quand même beaucoup de clients qui ont switché d'une technologie de matériaux isolants à une autre, tout simplement pour une question d'irritation. Alors c'était il y a X temps, peut-être que les choses ont changé entre-temps, mais c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir aborder cela parce que, hem, c'est pas anodin. Le nombre de placeurs qui ont dû arrêter de travailler pour cause d'allergies et cetera, ils sont là, ça existe. Et puis, comme, tu le disais justement, il y a ce retour d'expérience, sur le bloc ISOM. Il y a tout l'aspect confort et confort d'utilisation, qu'il faut ça c'est pas repris, hein, d'un point de vue technique, hein. L'utilisation de la clim, pas de la clim et cetera, c'est pas repris. Il y a pas de comparatif de se dire: «Tiens, beh, combien de clim en moins je ne vais pas placer dans mon chantier parce que j'ai mis un isolant qui est plutôt, hygroscopique» et cetera. Quelque chose qui nous manque. On a vraiment tendance à se mettre des barrières par rapport à ces capacités. On parlait de durée de vie, mais on parle aujourd'hui de 60 ans. Est-ce qu'on n'a pas envie de refaire des bâtiments comme avant qui duraient 200 ans? Finalement, c'est pas mal. D'investir aussi. Et des questions, il y en a puisque, on nous demande des conseils. Alors évidemment, il y a tout un panel de solutions, mais la question, qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour isoler un plancher? Je sais pas qui veut répondre, mais il y a plusieurs possibilités, hein. Je sais pas qui veut répondre. Marc, par exemple, Bah, ça dépend, hein, ça dépend de enfin, il y a plein il y a plein de entre gîtes il y a plein de solutions. Est-ce qu'on est entre gîtes? Est-ce qu'on est sur la pose d'un matériau, de type granulat sur lequel on va pas, reposer un plancher? Est-ce qu'on va marcher dessus ou pas? Oui, est-ce que c'est ce qui va être piétiné? À peu près toutes les solutions biosourcées. Ciseaux de bois rigides, toutes les laines végétales entre eux. Donc si on se pose sur un plancher, uniforme, une fibre de bois rigide, un bloc isohemp, un matériau en vrac de type chaud-chanvre, Mmh. de petites granules de liège, s'il faut marcher dessus, voilà, tout est envisageable en fait avec le biosourcé. L'ouate de cellulose à insuffler dans les combles en entier? Tout à fait. Ou en vrac entre gîtes, ouais. Ou en vrac entre gîtes, en fait, je vois C'est pas pas les de solutions que je vois encore. Pas de limite. pas de non limite. Et en façade extérieure? Il faut quand même faire attention, je veux dire, quand on fait des isolations comme ça, à la structure qui est existante et à ce qu'on va mettre dedans. Je parle dans notre cas, c'est au niveau du poids et faire attention aussi à tout ce qui est jonction avec les autres isolants existants. Parce que ça, on a tendance à dire, tiens, oui, j'ai un gîtage, je vais le remplir. C'est très bien, mais il faut aller jusqu'au bout, aller jusqu'à la jonction des isolants et la manière dont on va donner une continuité et aller à la perfection de ce qu'on fait, je dirais. La question est générale, mais chaque cas mérite une analyse. Et tout à fait, chaque cas est différent. D'accord. En façade extérieure, alors qu'est-ce qui existe en biosourcé pour les façades extérieures? Alors, il existe pas mal de solutions et là, je reviens sur la réflexion globale. Il faut penser système, il faut penser bâtiment et chaque matériau aura à un moment donné sa place en fonction de l'orientation du bâtiment. Est-ce qu'il est soumis à l'humidité, pas à l'humidité? Le bloc ISOhemp fait partie des solutions en isolation de façade extérieure. Avec toutes ces super avantages qui ont été mentionnés, son corollaire, c'est son lambda qui nous oblige, s'il faut être dans les normes, à mettre une grande quantité d'épaisseur. On travaille sur l'épaisseur à ce moment-là, effectivement. L'avantage de travailler sur des matériaux comme ça qui se complètent, c'est vraiment de dire on ne coupe
pas les masses thermiques qui sont présentes dans la pierre ou dans la brique qui est en place. On vient le compléter. Et ça, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qu'il faut vraiment mettre en avant. Pour être concret, aussi les panneaux rigides fibre de bois, valeur de chaux. Dans 99% des cas, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est de mettre un panneau rigide sur une façade rigide. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il faut pouvoir coller, fixer un panneau, le maroufler, mettre un crépier, etc., etc. Là, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Le bloc ISOM en fait partie, la fibre de bois rigide. On va trouver les panneaux liège aussi. Et d'ailleurs, je faisais juste une petite parenthèse mais qui est importante sur la notion de qualité, etc., etc. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, l'isolation de façade est quelque chose que l'on fait de manière très régulière. C'est 95% se fait en matériaux classiques, on va dire en EPS, quand même encore aujourd'hui très peu en biosourcé, pour toute une série de raisons et entre autres une raison liée au coût. Mais en attendant, les solutions en isolation de façade extérieure en matériaux biosourcés, elles existent et elles sont pas aussi chères qu'on imagine. Et qu'en est-il de l'aérogel? Est-ce qu'il est ouvert à la vapeur d'eau? C'est une question. Totalement ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau. C'est un matériau qu'on aime franchement bien placé pour pas mal de raisons, justement pour ça, entre autres. Son ouverture complète à la vapeur d'eau et son imputrescibilité. D'accord. Alors, une question, ISOM prévoit-il à terme un trajet circulaire de ces matériaux avec le démontage et le recyclage en fin de vie Alors, de ces matériaux? Mais c'est déjà. on vient d'inaugurer il y a quelques mois d'ici notre recyclage, donc RECIEM, qui va nous permettre de reprendre les fins de chantier, toutes les découpes de blocs, etc., qui va être broyé et qui va être mis dans le circuit de fabrication ou via ce qu'on appelle notre HL-mix, le granulat qu'on utilise en rénovation. Eh bien, on va l'utiliser de cette manière-là. Et on pourra à terme dire qu'on peut démonter un bâtiment complet avec les enduits qui sont dessus. Ça passera dans ce broyeur et ce criblage qui va séparer les matériaux et qui nous permettra de récupérer de la matière et d'avoir une circularité. Donc oui, c'est en route et bien en route. C'est le cas de beaucoup de producteurs de matériaux. Ça, la réflexion, elle est pour beaucoup. Aujourd'hui, de plus en plus d'écomatériaux répondent à cette demande. On parlait de l'Enos tout à l'heure, on parle des produits ici, vraiment dans cette idée-là. Et il faut aller dans cette idée, il faut aller dans ce système, ça c'est certain. D'accord. Alors, Puis c'est ça aussi l'innovation. Hein. oui, Pour intégrer la réalisation du. c'est les processus. Et d'ailleurs, le projet Rhino permet d'accompagner les entreprises qui veulent améliorer ce processus de production. On l'a rappelé. Pour une question pour l'aérogel encore, en panneau, quid du risque de pollution aux particules fines silicose lors de la mise en œuvre Alors c'est un panneau. et lors du démontage? En fait, le matériau aérogel est un matériau qui est, comme on dit en anglais, food safe. Donc, on est dans une norme alimentaire, il n'y a aucune toxicité. On n'est pas du tout c'est un risque industriel aujourd'hui que personne ne prendra d'aller refaire de l'amiante en version moderne. Hein. Donc, non, c'est totalement neutre. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions à ce stade? On arrive tout doucement à la fin de ce webinaire. Que recommandez-vous pour isoler un grenier? Mais ça, on a répondu. Julien, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a encore des questions à ce stade? Chez Isofabrique, on a envisagé la ressource, la quantité de la ressource qui serait Alors on a envisagé, utilisable pendant X années ou X C'est ça. décennies. On l'a envisagé, on la suit et malheureusement pour le secteur textile, les déchets textiles sont un gisement qui est pour l'instant gigantesque et pour lequel il y a très peu de solutions. Donc malheureusement, malheureusement pour le secteur, heureusement pour nous, le gisement de matières premières pour nous n'est pas du tout un problème. Quel avenir? Il y a de l'avenir pour nous. On espère quand même que le gisement des déchets textiles pourra diminuer parce que c'est une vraie crise pour le secteur. Très bien. Eh bien, c'est quasiment la fin de ce webinaire. Et s'il n'y a plus de questions, merci à vous d'avoir participé. Merci pour votre intérêt et pour votre participation. Merci à nos invités d'avoir répondu, nous avoir éclairé sur ces sujets importants. Vous désirez revoir ce webinaire ou le partager, eh ben, le lien va vous être communiqué assez vite maintenant par Delphine, si je ne me trompe. Et si vous n'avez pas pu répondre à vos questions, si on n'a pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas à prendre contact avec les partenaires de Rhino
ou directement avec les invités qui étaient ici présents. On s'arrangera pour communiquer leurs coordonnées. Vous désirez faire partie de l'aventure Rhino, de la communauté Rhino, ou en parler à vos contacts. Toutes les infos pour devenir membre se trouvent sur le site rhino.be. Ce webinaire fait suite au précédent sur la rénovation collective et sur l'autorénovation accompagnée. Le prochain aura lieu le 10 février à midi. C'est la rénovation urbaine, le rôle clé de la donnée. Il portera sur la numérisation des outils et l'utilisation des géodonnées dans le cadre de la transition énergétique des quartiers. Soyez nombreux à vous inscrire. Merci de nous suivre. Bon après-midi.